Salut Jean-Marie, Salut Frédéric. ça va? Très bien, Je parfait. suis content de te trouver sur le siège éjectable aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. On se connaît depuis un petit moment déjà. Ouais, J'étais responsable de la série des indociles pour les véhicules. Et puis on s'est connus là avec ton beau bus VV orange, si ma mémoire est beige. bonne. Beige. Beige, ouais. Ouais, c'était de nuit, tu me pardonneras. Ouais, il faisait nuit. Et puis après, on s'est revus sur l'apéro de fin de tournage où tu m'as expliqué ton parcours qui était hyper intéressant, vraiment. Parcours qui est riche, tu as fait du militaire, tu as fait du civil, tu as volé à la Suissaire, la regrettée Suissaire. Et puis du coup, j'ai pensé que c'était quand même une bonne idée que tu passes par ici. Tu as accepté, je suis très heureux. Tu m'as raconté une anecdote incroyable ce matin Ouais. en venant ici. Donc le jet qu'on a devant le musée, c'est ton premier jet solo. Tu veux un peu nous expliquer ça? Oui, il n'y a pas de problème. D'abord, merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir. Et puis, la petite histoire, c'est que le vampire qui est devant le musée, celui qui est en train de pourrir, justement, malheureusement, Ouais. le 1156, c'est mon premier vol jet solo Ouais. que j'ai fait au militaire. J'ai eu l'occasion de voir ton carnet de vol juste avant. Et puis, justement, quand j'étais en fonction comme chef de service de vol ici à Payerne, entre les années 2019 et 2022, j'ai demandé aux pilotes, aux jeunes pilotes F-18 si ça leur disait quelque chose, le vampire, puis je leur ai montré le carnet de vol. Alors, vraiment, ça les impressionnait. Ouais. C'était- Moi aussi. c'est la petite histoire. Et puis à l'époque, pour moi c'était tout à fait normal, puis c'était l'époque des vampires, des Venom, des Hunters, et j'ai fait toute la série, donc depuis, Ouais. Depuis le début de Ce qu'on l'écolage. voit derrière nous, hein, d'ailleurs. En 77, voilà, c'est le Venom. Ouais. En 77, 78, et puis j'étais breveté en 78. Mhm. Et puis on est passé directement sur l'avion de guerre, à l'époque, le Venom. Alors c'est là j'ai fait pas mal de vols, de missions, de vol en patrouille, acrobatie, enfin même du vol du combat aérien. Ouais. Et puis après, on a fait aussi les tirs à l'Axalp avec le Venom. Ça, c'est les premières choses qu'on a fait en tant que jeune pilote. Ça, c'est un lieu mythique, hein, Axalp. C'est la démonstration qui se passe presque toutes les années en octobre, quand il fait beau. Maintenant, je ne sais pas s'ils vont Je crois que c'est la dernière. la là. maintenir. Ouais. Ouais. Et après, j'ai passé sur Inter. J'ai changé d'escadrille, d'abord dans l'escadrille 2 à Ulriken, ensuite l'escadrille 6 sur Inter à Sion, et puis je suis retourné à l'escadrille 2 sur Inter. D'accord. Jusqu'à ce que, c'était en quelle année? En 80 et quel? 84, je crois, c'était quelque chose comme ça, où j'ai passé sur Tigre, l'avion qui est là. Voilà. Ça, c'est mon avion favori ici. Ouais. Est-ce que tu as des anecdotes un peu... Sur le Tigre, ouais, c'était mettre le pied à l'étrier dans la cour des grands, parce que vu que j'étais milicien, on faisait nos 6 semaines de cours par année, et d'arriver sur Tigre, de faire du combat aérien, c'était quand même, pour moi, c'était un but, un prestige. C'était vraiment quelque chose de très beau, que je voulais depuis longtemps. Alors, j'ai passé de l'attaque au sol au combat aérien. Alors, Oui. je me sentais très bien, et puis c'était des bons moments. Des anecdotes, j'en ai pas beaucoup, à part que j'ai réussi à toucher une fois la cible quand on faisait les tours au-dessus du Damashtok. Il y a un avion cible qui traînait une cible à 900 mètres derrière, une sorte de grosse manche à air. D'accord. Et un des vols que j'ai fait, j'ai touché le câble. Donc ça pétait la cible, et puis ils m'envoyaient en souvenir un petit bout de cette manche à air à la Excellent. maison, comme Super. souvenir, comme honneur. Tu l'as toujours? Je l'ai toujours quelque Tu l'as part. toujours Oui. quelque Je ne sais part? plus Ouais. où c'est que je l'ai mis, mais je sais que je l'ai. J'imagine qu'entre les avions d'avant, donc toute la génération Vampire, Venom, etc., tu passes sur le Tiger. Je pense qu'il y a un monde entre les deux. C'est vraiment un saut de génération. Il y a un saut de génération. Bon, quand on fait la progression, on ne voit pas trop, à part la vitesse. Quand on arrive à 400 km/h en finale en Tigre, en réduisant à 200, combien, 150 pour 150 nœuds. Donc on pose quand même à 300 km/h, un truc comme ça. Ça fait une différence. Avec le Vampire, on a tout le temps. Ouais. Quand on était jeune, on voyait que on avait l'impression que ça allait très rapidement.
Mais par la suite, quand on arrive sur le Hunter, déjà ça va un peu plus vite. Il est cabré, donc on vole horizontalement avec toujours un angle de cabrage, ce qui n'est pas normal pour un pilote normal. En général, il aime bien mettre le nez sur l'horizon et puis de voler, mais si on fait ça, on descend. Donc il faut vraiment voler comme ça, surtout si on vole lent. Et le Tigre, c'est aussi un avion comme ça. Quand on vole lentement, on vole comme ça. Ouais. Je pense qu'aussi au niveau de l'instrumentation, c'était complètement sur un autre Alors c'est toujours domaine resté, où c'est un peu près... avec le Tigre, même ici en Suisse, on a toujours eu des instrumentations analogues. Il n'y a pas eu de digital. Ça se passait en civil. Donc, quand on passe du MD-80 à l'Airbus, ça passe de analogue à complètement digital. Et même si on a des petites aiguilles, c'est une indication digitale. Donc là, il y a un gros saut entre le... J'ai volé le Caravelle d'ailleurs en civil, c'est mon premier avion mythique aussi. Alors quand on passe la Caravelle au MD-80, qui était à moitié FIS, à moitié analogue, MD-87, c'était déjà un gros saut. Il y a pas mal de commandants à l'époque, je me souviens, qui n'ont pas réussi à faire le saut, qui étaient perdus dans cette technologie moderne. Puis après, quand on passe sur l'Airbus, alors ça vient... Tout est électronique, tout est magique, quoi qu'on peut dire. Le F5, c'est ton premier bimoteur? Alors, mon premier bimoteur, c'était un Beechcraft, un King Air à Bremen, pendant la formation. C'est joli. Ça s'est passé presque en même temps, d'ailleurs. Oui, ça s'est passé presque en même temps. En 85, j'ai fait l'école de Suissair, 85-86. Alors, à quelque part, c'était mon premier bimoteur, oui, effectivement, le F5. OK. Ça s'est passé presque en même temps. Je ne me souviens plus exactement des dates, mais on ne voit pas la différence. C'est un bimoteur, c'est un moteur de réserve. On a deux moteurs pour voler normalement. S'il y a un qui s'arrête, l'autre, on peut très bien voler. On ne voit pas beaucoup la différence. Surtout qu'ils sont très proches, donc du coup, il n'y a pas beaucoup de... Comme le F-18 d'ailleurs. Comme le F-18. Tandis que le King Air, si on a une panne moteur avec les moteurs ici, alors là, il faut commencer à mettre du pied dans un sens ou dans l'autre. Et puis, suivant que si c'est le moteur droit, moteur gauche, il y a plus de couple d'un côté que de l'autre. Alors, ça devient un peu plus scabreux. Si on revient tout au début, pourquoi l'aviation? Qu'est-ce qui t'a amené là sur ton parcours? Qu'est-ce qui t'a fait un jour dire, moi, je veux piloter des avions? Quand j'étais gamin, j'avais toujours cette... Bon, j'admirais les oiseaux, mais ce n'était pas pour l'aviation. J'aimais bien ces trucs qui volaient. Et puis, je me suis même amusé. Ma mère me disait, mais qu'est-ce que tu fais avec le parapluie? Je vais essayer de sauter du mur, là, voir si ça retient assez. Donc, je sentais l'attirance de la résistance de l'air ou de la portance de l'air qu'on pouvait avoir. Alors, bien sûr, je me suis amusé avec des avions en papier, des petites maquettes qui volaient plus ou moins bien, un planeur. J'ai jamais eu l'argent pour m'acheter de la télécommande, mais c'était toujours, ça m'attirait. Et quand j'avais eu peut-être 14-15 ans, je voyais passer ces avions militaires, je disais, c'est un super truc. Quand j'en parlais à mon père, il me disait, oui, effectivement, ça c'est des gens qui sont doués, c'est des gens qui sont intelligents, qui font tout ça. Et je me dis, mais ça fait rien, je vais quand même le faire. Et cette maladie, elle est quand même, c'est pas une maladie, c'est une sorte de passion qui a grandi, qui était grandissant. Puis plus je voyais que la possibilité pouvait être là, plus j'étais attiré par ces avions. Et la fois où j'ai demandé à mon père de signer le papier, parce que j'avais 16 ans, pour rentrer au cours préparatoire, il m'a dit ah, mais tu sais, moi j'ai des élèves en mathématiques, ils sont très doués, ils ont tous loupé. Ça fait rien, je vais essayer. On va déjà voir ce que je peux faire. J'ai essayé, et puis le jour où j'ai réussi les examens d'entrée, les examens du premier cours, du deuxième cours, ça c'était magnifique. Puis pour lui, il n'y croyait pas. Je suis devenu un petit garçon un peu maladroit du milieu, quoi, presque ça pour lui. Ce n'était pas du tout le cas. Mais quand on parle du premier cours, le premier cours préparatoire pour aller à l'armée, donc on était sur un petit avion de tourisme, même sur le Piper L4 avec roue de queue. En tricycle. Ce qui n'est pas en tricycle, ce qui n'est pas si évident à faire. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de monde qui vole, comme le Spitfire, comme le P2 train classique, de l'époque. Donc, ce n'était pas facile de poser avec la roue de proue, parce qu'il fallait poser les 3 points en même temps, donc on pose comme ça.
Et la première semaine, on a commencé le lundi avec un peu de théorie, le mardi, on a commencé à faire le premier vol, donc c'est trouvé. Donc c'était très rapide en fait, entre le moment où tu fais de la théorie puis où tu passes sur la Oui, parce machine, que il y a très peu de temps. c'est pas compliqué parce que de toute façon, il y a le moniteur qui était là. Oui. La théorie, on avait déjà une théorie même pré-cours qu'on devait connaître. Et le vol, ça sort un peu de la théorie. On peut déduire pas mal de choses qu'on a apprises, mais ça reste quand même dans la ligne. La pratique, c'est tout différent. Voilà, Oui, bien sûr, tout à fait. Et le deuxième jour, c'était le mercredi. Et le mercredi soir, on fera le troisième jour demain. On va déjà répartir les vols. Le lendemain, le jeudi, il y a eu une forte bise. On était à Lausanne. Impossible de voler. Donc on était trop débutants pour voler à Fort-de-Bise. Alors on nous envoyait à la piscine toute la journée, le jeudi. Vendredi matin, on arrive, le temps était de nouveau impeccable. On monte dans l'avion avec M. Gilbert Camacher, et puis on va faire 3 tours de piste. Alors, on fait 3 tours de piste, comme d'habitude, comme j'avais appris les 2 premiers jours. Et puis après 3 tours de piste, c'est bon, on s'arrête là. Qu'est-ce qui se passe là? On s'arrête au bord de la piste. Bon, il sort de l'avion, ferme la porte. Ah, vous allez tout seul maintenant, 3 tours de piste. Oh la vache. 3 jours de vol, même pas, j'étais déjà lâché seul. En lâché solo. Ouais, lâché solo. Ah ouais. Okay. Et les autres, pour la petite histoire, sans me vanter, les autres ont dû attendre la semaine d'après. En fait, tu avais vraiment la fibre du vol en toi. Peut-être. Ouais. Peut-être. Moi, je me sentais bien, donc pour moi, c'était l'idéal. Je n'ai même pas fini mon permis de conduire, donc j'étais déjà sur un avion. C'est super, c'est un beau parcours. Ouais, c'était des bons souvenirs que j'ai. Donc après, tu rentres à l'armée, tu fais ton service. Alors après, c'était assez rapide. Je finis la maturité, je commence à m'organiser pour la suite de ma vie. J'ai passé la maturité et puis j'étais directement à l'armée, où j'étais soldat d'aviation, ici à Payerne. Ici à Payerne. Et là, on est resté 1 mois. On va faire du biribi, comme on appelle, faire de l'école de section, du parcours de combat, toucher des armes, démonter les armes. Et puis on n'a pas touché l'aviation, donc rien du tout. D'accord. Après 1 mois, on prend nos pactages, ceux qui étaient sélectionnés plus ou moins, ceux qui étaient bons soldats. On a été à Locarno, l'aéroport de Locarno, puis là on commence à voler le P3. Donc c'est comme le PC-7 qui est là derrière, mais avec les pistons. Et puis c'est là que ça a commencé. Donc là, une grosse sélection. Le premier mois, une sélection assez rude, où j'ai passé juste, mais j'ai passé quand même. Puis après, il fallait faire l'instruction sur P3, finir l'école de recrue. Et puis l'école de sous-off, ça s'est passé on est passé directement à Sion pour faire le Vampire Trainer qui est là derrière, en biplace. Coincé dans le cockpit avec le moniteur juste côte à côte, épaule contre épaule. Il paraît que c'était très exigu. Extrêmement exigu. En hauteur aussi. Je me mettais un peu plus bas pour pouvoir voler. C'était pas agréable à voler, mais l'avion était très joli. Alors là, je me souviens du froid qu'il a fait. Il faisait tout le temps -5 le matin à Sion pour rentrer dans cet avion complètement congelé. Il fallait voler environ 5-10 minutes pour avoir un petit peu de chaleur. Ça, c'est les souvenirs, les vrilles qu'on a fait au début avec le Vampire Trainer. J'avais peur de jamais sortir de cette vrille parce que c'était un avion qui était compliqué à voler. Non, le vol n'était pas vraiment compliqué. Il était assez. Enfin, pour moi, l'impression, c'était un avion assez lourd. Mais il passait bien à travers l'air. D'accord. Avec son gros cockpit devant, donc la section, elle permettait d'avoir une bonne inertie. On faisait les loopings au ralenti, donc on piquait, on retirait les gaz, et puis après on finissait le looping au ralenti, on faisait une sorte de prudeau, c'était pas un looping, c'était une sorte de prudeau, mais on pouvait le faire. Les vrilles, justement, un jet qui fait des vrilles, en général, c'est perdu, on ne peut pas le sortir. Le Tigre, par exemple, je ne sais pas si on peut sortir d'une vrille, il y a eu des crashs, mais le Vampire Trainer, on pouvait, avec plein pied, manche à l'opposé, et puis ça pouvait tourner. Mais ça mettait long avant de sortir. Ça mettait long avant de sortir. Un Cap 10, par exemple, on fait clac-clac, puis on est dans la vrille. Oui. Tandis que le Vampire Trainer, il fallait tourner la terre. Ça, c'est des... Après le Vampire Trainer, tu passes sur quelle machine?
Le vampire. Le vampire. Le vampire solo qui est là Voilà. devant, là, On le revient, 1156, le J. On revient là où on était au début. Exactement. Ok. Et ça, c'est le. Alors là, c'était rigolo parce qu'on était tout seul, il avait l'air très léger. Dès qu'on décollait, on tirait un peu le manche et puis on avait l'impression de monter dans un ascenseur parce qu'il n'y a pas le cabrage d'un avion comme le Hunter ou le Tigre ou le Mirage qui demande une bonne d'incidence pour pouvoir prendre l'air. C'est Donc là, on décollait, on disait, oula, on est déjà en l'air. Et puis, c'était pas compliqué. Non, le vol en lui-même, moi, ça m'a jamais tellement porté fait de problème. Pour situer un peu, donc ton premier jet en solo, donc le Vampire, oui. Structure en bois à le l'avant. cockpit est en bois, ouais. Comme le Venom d'ailleurs, le Venom aussi, là, celui-là. Il y a une raison technique à ça? C'est le poids. C'est le poids. Le poids, puis la flexibilité de se contreplaquer, je pense que le bois est quand même bien je ne sais pas, peut-être l'isolation, les secrets de la fabrication, ne me sont pas connus. En tant que pilote comme ça, c'est rassurant de monter dans un avion qui a une grosse partie de son fuselage en bois? Pas de problème, moi le bois, je trouve. L'avantage du bois, actuellement, ça pourrait être le fait qu'on le voit très mal au radar. Donc c'est un camoufleur radar. Ouais. Il n'y a aucune réflexion contre le bois. Et je me souviens que quand il pleuvait, avec le Vampire ou le Venom, au radar, ils avaient de la peine à nous voir. Donc le précurseur des avions furtifs. Exactement. D'ailleurs, le plastique qu'ils utilisent pour les avions furtifs, c'est pas loin du bois. Ils pourraient mettre du bois, ce serait la même chose. Plus donc, écologique. Précurseur sans le vouloir peut-être, mais en tout cas précurseur quand même. Voilà. Après le Vampire, tu passes sur... Le Vampire, on est passé tout de suite sur le Venom. Sur le Venom. Le Venom avec les 2 réservoirs au bout. Là. Ouais. Enfin, c'est mon premier avion de guerre. Et puis là, je suis resté 2 ans. Après avoir fait après j'ai fait en 81, j'ai fait déjà la transition sur le Hunter. Ok. Le Hunter, puis là, on est resté... ça, c'est un superbe avion. Les commandes hydrauliques... le fait qu'il soit cabré, le fait qu'il aille plus vite, on approche la vitesse du son. Sans les résistances, sans les réservoirs, on passe la vitesse du son. Un des premiers vols sur Hunter, c'était un Hunter biplace. On devait monter jusqu'à 10 000 mètres. Et puis là-haut, on devait mettre le nez en bas et attendre. Donc c'est ton premier Mach? On n'a pas passé le mur du son, on est resté juste à 0,9, 9,9, il a des résistances, mais on freinait en descendant, puis vers 5-6 000 mètres, on rétablissait. Ah ouais. Avec justement toute la dérive arrière. Il y a les commandes qui font que les volets, mais il fallait mettre la dérive complète pour pouvoir, c'est le follow-up, je ne sais pas comment ça s'appelait, et pour pouvoir reprendre facilement avec cette vitesse-là. Fait qu'on est proche de la vitesse du son. Les petites ailettes arrière sont couvertes par l'onde de choc. C'est dans l'ombre aérodynamique. Supersonique. Ouais. Supersonique, ouais. Donc on peut bouger. Sur le Venom, on avait aussi ça. Quand on est vraiment très très vite, quand on commençait à dégager, il n'y avait aucun effet. Il fallait freiner l'avion jusqu'à 0,9 pour pouvoir avoir une efficacité sur la profondeur. C'est connu, ça, c'est un effet. C'est un avion qui t'a marqué, ça? Plus que les autres? Le Hunter, le Hunter, c'est magnifique. Ça vole comme la Caravelle. Ouais. C'est la même époque, la même aérodynamique. Et c'est une douceur en vol, c'est une demoiselle. Non, c'est fantastique. D'accord. Tu as volé combien de temps? 2 ans, tu dis, dessus, c'est ça? Jusqu'à 2 ans, 2 ou 3 ans. 2 ou 3 ans. Ouais. D'accord. Avant de passer sur le Tigre. Voilà. Puis là, on arrive au jet. Vrai gros jet. Le Tigre, il m'a surpris au début dans les virages. C'est pas très doux comme le Hunter ou le Mirage. Le Mirage, j'ai pu faire un vol aussi, donc j'ai pu sentir quand on s'enfonce, l'aile delta s'enfonce, mais il n'y a pas de secousse. Le Tigre et le F-18 aussi, quand on fait des virages peu serrés, on a une sorte de buffeting. Ok. C'est une sorte de résistance. On sent toutes les vibrations de l'air autour de l'aile qui font vibrer tout l'avion. C'est pour ça qu'il y a des fissures d'ailleurs. On a découvert des fissures sur le Tigre biplace parce que ça fait vibrer toute la machine et tout ce qui est en métal solide, ça commence à se fissurer. Voilà. Ta première impression le jour où tu voles un Tiger? Première grosse remise. La puissance dans la PC, non, c'est quand même quelque chose de fantastique. On commence à toucher ce qui est moderne. Ouais.
Là, j'imagine qu'il y a une 84, satisfaction qui est 85. incroyable de pouvoir voler une machine comme ça. Ah oui, pour moi, c'était une chance fantastique. Ah ouais, Mon père, il croyait à peine, quoi. tu m'étonnes. C'est incroyable. Il était fier de moi, mais il ne me l'a jamais dit. Ouais, mais si on le Ouais. sait, c'est déjà pas mal. Oui, oui. Tu as volé donc du Tiger ici aussi à Payerne? Partout, oui. On Partout. avait la Payerne. Le premier aérodrome de guerre, entre guillemets, c'était Alpnach. Mhm. Mais on était basé à Sion, comme un D'accord. aéroport de manœuvre. Et il y avait du biplace en Tiger, je crois pas. Oui, oui. On Ouais. a fait 2-3 vols biplace. Je ne me souviens plus combien de vols on a fait. Mais enfin bref, quelques vols biplaces. Mais comme on avait déjà l'expérience, il fallait juste garder la vitesse. Mhm. D'approche, c'était surtout ça le problème en l'air, il n'y a aucun problème. Donc tu fais le schéma classique sur le Tiger, donc tu fais du simu d'abord. C'était Alors, les premiers simus qu'il y avait. c'est pour se familiariser, c'était le RATRA, pour se familiariser avec les instruments. D'accord. Ouais. Pour savoir la position on devait à l'aveugle pouvoir repérer l'instrument. Donc c'était pas un simulateur de vol comme on l'imagine. Il ne bougeait pas, non. Il ne bougeait pas, il était fixe. statique. Et puis on faisait on faisait des vols, mais c'était relativement restreint. Comme le Simir, qui est là-bas derrière. Exactement la même chose. Donc c'est pas du tout la même génération d'avions, mais c'est la même type de simu. Voilà. Ok. Le simu évolué, c'était plutôt avec le Hawk qui est là derrière. Mhm. Alors c'était déjà un avion qui bougeait avec la semi-coupe, donc il pouvait voler en patrouille avec un avion fictif électronique qui volait devant. D'accord. C'est ce qu'ils font avec le F-18 maintenant. Ouais, tout à fait. C'est ce qui se fera de plus en plus par la suite. Tu as volé sur le Hawk? Non, le Hawk, je n'ai pas touché, pas volé. Okay. Non, c'était à l'époque les élèves pilotes. Il n'est pas resté très longtemps. Mhm. Donc le dernier jet que tu as fait, c'est le dernier jet F5. militaire, c'est le Tigre, effectivement. Ok. Ouais. Tu passes à Swissair après? Alors c'était plus ou moins en même temps. D'accord. En même temps, et à Swissair, j'ai fait l'école entre 85 et 86, on a fini en 86. Ouais. On était sur beaucoup de simulateurs, bien sûr. Mhm. Et puis on a fait Vero Beach. Ouais. On a fait sur Piper Aztec, je crois que c'était un bimoteur, aussi un piston. Et puis on est allé à Bremen ensuite, dans la deuxième partie, sur King Air justement. Ou King Air. Non, le Beechcraft BE 090, un truc comme ça. Ouais. Je pense un vrai avantage quand on est pilote militaire de passer sur du civil, il y a quand même plus de facilité. Ah, le vol, ça pose plus aucun problème. Il faut juste se mettre dans les procédures civiles pour rester dans le cadre, pour rester dans la sécurité de vol et puis le confort des passagers. Quand on a volé du F5 et puis après qu'on passe sur un Airbus ou un MD-11, on s'ennuie un peu? Il faut se calmer un peu. Ouais, il faut se calmer un peu. Ça finit de faire des tonneaux puis des loopings. Ouais, ça renverse les cafés, c'est pas Donc fou. c'est pas du tout le même but. Le but c'était quand même d'amener des passagers C'est de sûr. A à B, de faire un peu de visite panoramique pour les passagers qui s'intéressent, d'expliquer à gauche, à droite ce qu'on voit. Mais le but c'est quand même de voler A à B dans un confort le mieux possible. Exactement. En évitant les turbulences, mais les turbulences on ne peut pas les éviter, donc voilà. Tu arrives sur Caravelle, je pense, le premier avion de ligne que tu fais? Caravelle, le SE 210, oui. Mais ce n'était pas l'ancien de Swissair. L'ancien de Swissair, il avait le parachute. Et nous, on avait les réacteurs du DC-9-52. C'était ceux qui étaient passés à la SATA après, quelque chose comme ça? Voilà, exactement. Ouais. Non, c'est à CTA que j'ai volé. CTA. Je n'ai pas été pris à Swissair tout de suite. Ouais, voilà, CTA. J'ai volé à CTA, qui était une compagnie charter, filiale de Swissair. De Swissair, ouais. À CTA. Et c'était à la SATA, puis ça a changé en CTA, c'était racheté par Swissair. Donc avec les fameux hublots triangulaires sur la Caravelle? Alors, je ne me souviens plus, mais triangulaire, c'était l'autre, c'était l'ancienne Caravelle. C'était l'ancienne Il me semble que c'était les triangles, c'était les hublots ronds quand même. D'accord. Et puis, il paraît que c'était un planeur qui était exceptionnel, ça volait très très bien. Alors le vol était marrant parce qu'on volait manuellement depuis le décollage, toute la montée avec le petit trim de profondeur. On volait au trim, et une fois qu'on arrivait en croisière, c'est là qu'on mettait l'autopilote. D'accord. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Ce qui n'est plus le cas maintenant, oui. Et puis pour l'atterrissage, dès qu'on commençait à descendre,
on coupait l'autopilote, et puis c'est là on descendait avec le trim. Donc il était beaucoup plus stable, et il planait beaucoup, comme l'Airbus. Tu faisais des approches en idle total, Quasiment, ça ouais. venait. C'était un vrai planeur. Donc, tout le monde dit que c'est un planeur. On a même pu faire une fois à Eilat. Eilat, c'est un aéroport assez petit. Il faisait très chaud, puis on est arrivé beaucoup trop haut, beaucoup trop rapide. On a même fait, le commandant à l'époque, il m'a fait une glissade, la fameuse glissade. Ouais. C'est un truc, on utilise tout le fuselage pour freiner. Ouais. Et puis bien sûr, les passagers sont complètement... C'est interdit donc. Oui. On l'a fait un peu pour l'entraînement, mais je ne l'ai fait qu'une fois. Okay. Non, cette Caravelle, c'est comme un super souvenir. Tu passes après sur MD-87. C'est comme le DC-952, un petit peu plus long, mais beaucoup plus puissant. Deux moteurs à l'arrière du fuselage aussi. Oui, c'est standard. Et avec 120 passagers. Et puis sur les radars en Europe, ils nous voyaient monter. Ils disaient, mais vous avez quoi comme avion? C'est incroyable. On était les plus puissants de l'époque. Ouais. Et ça, on a continué. Quand il y a eu la CTA qui a fermé la porte, qui a fusionné avec Balair, on a fait Balair CTA, on était toujours sur cet avion. On a même eu la licence pour voler MD-80, 81, 82, 83. Donc on avait les licences pour voler tous les avions. Même 89 et 90, on pouvait voler. OK. Mais ça, j'ai jamais pu le faire. Donc là, tu étais en cours moyen courrier. Voilà. Les vols les plus loin, c'était Las Palmas. Bon, Las Palmas, on faisait souvent. Le premier vol sur Caravelle, c'était Funchal, donc Madère, sur la table de ping-pong. Sur la table de ping-pong, ouais. Et puis après, on a fait même Banjul, avec une escale avec donc, les MD-87, une escale à Las Palmas. Banjul, c'est à côté du Sénégal, en Gambie. Ouais. Ça, c'était le plus loin qu'on ait fait. Ça, c'était moyen courrier à court courrier. Oui, tu te lances sur du long courrier après? Alors, pas tout de suite, parce après Balair CTA, on a dû faire du wet lease chez Crossair, avec les mêmes avions. Et à Swissair, j'ai commencé C'était en quelle année? 98 même, seulement. Donc j'ai fait pas mal de charters. Ah ouais, donc t'as fait... Ouais, alors c'était un peu bizarre, c'était une sorte de carrière en zigzag. Ah ouais. Et en 98, j'ai commencé sur Airbus, à Swissair. Ah et comme j'étais déjà commandant sur MD-80, on est revenu à droite comme copilote. 318, les premiers Airbus à 300 319, 320, 321. C'est une seule licence. Ouais. Le Swissair n'a jamais eu de 318, c'est les Anglais. C'est les Anglais, ah oui, avec les... Pour poser City, à London City. Ouais. Et alors ça, c'était vraiment superbe. Tout électronique, le petit manche à droite ou à gauche. Là, je pense que c'est vraiment une révolution. Tu rentres dans un cockpit d'Airbus. Une génération, on saute une génération. Ouais, j'imagine. Ça doit être de la folie. Les souvenirs, c'est que tout était facile. Si on comprend on était des push buttons, on était des managers. Donc il ne fallait pas se tromper. La technologie informatique était relativement complexe pour tout ce qui était auto-flight. Donc tous les pilotes Airbus peuvent le dire. Avec l'habitude, c'est toujours la même technologie, toujours améliorée, c'est des computers. On vole à travers 5 computers, donc dès qu'on bouge le manche, il y a 5 computers qui réagissent pour mettre les commandes là où il faut. Les fameuses commandes de vol électriques. Hein. C'est tout électrique, électrique et puis hydraulique aussi. Il me semble qu'il y en a des qui sont hydrauliques. Enfin, bref. Et c'est aussi en planeur. C'est un truc français, un avion français, le 330. Après une année et demie, chez Swissair, j'ai pu voler le 330. Ah ouais, là tu vas déjà sur du long courrier. Alors c'est carrément du moyen courrier, long courrier. On faisait l'Afrique, même le Canada, on a fait aussi, Montréal. Un super planeur, le 330. Hein. Extrêmement planeur. Il y a eu ce cas de cet avion canadien qui perçait 2 moteurs, qui plane parfaitement bien. Alors ça, c'est un avantage et un inconvénient. Un avantage, on n'a pas de moteur, et puis même on peut l'utiliser, mais quand on arrive un petit peu vite dans la pente de descente pour aller poser sur le 3 degrés à n'importe quel aéroport, et s'il y a un petit peu de vent de dos, comme ça m'est arrivé à Accra, on n'a pas grand-chose à faire. Hein. On doit ou faire un 360, normalement. Les glissades, on oublie, c'est interdit. Tu m'avais parlé aussi en off que tu as volé une de mes machines civiles préférées, le MD-11.
Est-ce que tu veux un peu nous en parler? Oui, après l'Airbus 330, ils cherchaient du monde pour voler le MD-11 qui allait bientôt disparaître pour laisser la place à l'Airbus 340. Mhm. Et puis là, je me suis dit, ben, c'est l'occasion. Ma sœur habitait à Bangkok à l'époque. Ah ouais. Elle est restée 10 ans. J'ai dit, mais c'est l'occasion d'aller à Bangkok. Alors j'ai fait le MD-11, tout en ayant en tête cet accident des SR-111. Oui. Alors je dis, j'aimerais quand même comprendre ce qui s'est passé, puis je vais quand même sur cet avion, parce que c'est un super bon avion. Alors la transition, la 100e transition de Swissair, la dernière d'ailleurs, D'accord. j'ai pu faire. Et et puis après on a commencé les longs courriers. Il fallait me faire des wish. Bien sûr, les wish, j'ai toujours mis Bangkok, Asie, etc. On a été partout, Atlanta, Los Angeles, Johannesburg, Singapour à l'époque, avec Swissair. Et toutes ces belles destinations, j'ai pu apprendre à les connaître, bien sûr. Bombay, bien sûr, le premier vol en vrai, sans avoir piloté le MD-11. On a fait du simulateur, bien sûr, mais jamais fait d'atterrissage réel, comme on faisait sur l'Airbus ou sur l'Airbus 330. Je me suis retrouvé dans l'avion, en vrai. Alors, le décollage, je crois que c'est moi qui l'ai fait. On a fait toute la nuit, et le commandant, à l'atterrissage, m'a dit, c'est ton atterrissage, ton premier atterrissage, en vrai. Ouais. Il faisait nuit. Et je me suis retrouvé aux commandes de ce gros avion, tout seul, la nuit, dans une sorte de brume indienne qui est indescriptible, parce qu'on sentait l'odeur qui passait à travers l'air conditionné. Et puis je pose à Bombay. Première fois de ma vie dans un MD-11. C'est moi qui pose. Puis en plus, c'est pour situer l'avion, c'est une machine qui a 3 moteurs, qui est énorme. Hein. C'est vraiment un très gros avion. Un gros veau, on appelle ça. Un gros veau, ouais. C'est pas un avion très maniable comme les avions civils, comme les avions militaires. L'Airbus est très maniable, mais il est limité en bank parce que l'électronique qui bloque les trucs là. Mais le MD-11, c'est quand même le gros truc. Hein. Ouais, il est lourd. Ouais. Même si les commandes sont hydrauliques et électroniques. Alors ça, c'était plaisant. T'as fait Kai-Tak? Non. J'ai fait ça au simulateur avec un MD-80. D'accord. C'était déjà assez impressionnant dans le simulateur. En vrai, ça doit être assez fantastique. Oui, je pense. Surtout avec le Jumbo, là. Mais je n'ai pas fait, non. Okay. J'ai posé sur le nouveau aéroport de Hong Kong, qui est grand, mais des conditions de vent qui sont très spéciales. D'accord. Encore plus complexe qu'à Kai-Tak. D'accord. Mais c'était pas évident. Donc, on avait posé souvent de travers. J'imagine que c'est quand même une fierté en plus de pouvoir voler cette machine-là qui était quand même emblématique à la Swissair. Pour moi, ça m'a beaucoup plu. Pour moi, c'était vraiment l'avion de long courrier. J'ai enfin volé un gros avion de long courrier. Non, c'est fantastique. Puis après, on a appris, bien sûr, le grounding. Ouais. Alors pour moi, le grounding, c'était un truc bizarre. J'étais en congé et puis j'ai entendu parler comme quoi Swissair, ils avaient arrêté de voler. Et puis, c'est pas croyable. Tu t'y attendais, toi, à ce qu'un jour on dise ça? Il y avait tout le monde parlait de choses différentes. Certains disaient, ouais, Swissair a assez de réserves financières. Les autres disaient, ouais, mais on est quand même à la limite. Ils truquent un petit peu la comptabilité pour faire passer les choses. Et on n'a jamais vraiment su. Puis au jour où on a entendu ça à la radio, c'est fini. C'est dingue. C'est fini. Alors, des copains sont trouvés bloqués à Osaka. Alors, pour la petite histoire, je suis obligé de raconter ça, parce que c'est un truc un peu particulier. Il faut tout nous raconter. Ça va pas plaire à certains, mais ça fait rien. Alors, puis Osaka, bien sûr, l'hôtel, on ne vous connaît pas. Ah ouais. Le commandant a dû sortir sa carte de crédit pour payer l'hôtel de tout l'équipage. Ah bon? Le lendemain, Sabena dit, écoutez, vous pouvez rentrer avec nous, il n'y a pas de problème, vous rentrez avec nous une fois. Une fois. Alors, ils sont rentrés à Bruxelles, gratuit, tout l'équipage. À Bruxelles, il fallait rentrer à Zurich. OK. Qu'est-ce qu'on fait? On demande à Crossair. Ah. Crossair demandait 900 francs par passager. Ah bon? Pour le vol. C'est pas gratuit, hein? Non, surtout que Crossair, c'est une sorte de sous-Swissair. C'est un peu la filiale low cost. Low cost, peut-être pas. Peut-être pas low cost, mais un peu régionale en tout cas. De Swissair. Ouais. Et ils n'ont même pas pu voler gratuitement pour rentrer. Ça, c'est la petite histoire un peu.
peu méchante contre moi. Ça paraissait, en plus, c'était un peu la rivale, ça te paraissait concevable pour toi de dire, mais du jour au lendemain, Swissair n'existe plus? Non, non. Parce que c'était un pilier national. Moi, c'était aussi un but de vie pour moi quand j'ai commencé l'aviation civile, c'était Swissair. Et puis je me voyais finir avec ma retraite à 56, 58 ans, Ouais. avec une bonne pension, etc. Et puis ça s'est écroulé d'un coup. Bon, c'était quand même assez loin à l'époque. Oui, tout à Mais fait. ça s'est écroulé d'un coup en 2001. Et puis après, il fallait continuer à voler. Alors quand les vols ont repris, j'ai toujours volé le MD-11. Jusqu'en 2003, puis là c'était la dernière, il parlait de vagues, de licenciements, alors pour pas être surpris, je me suis dit, ben là je pars à ce moment-là, à la fin du MD-11. Ok, donc ça veut dire que tu voles encore sous la compagnie suisse Ouais, voilà. pendant 2 ans, 2 ans, 2 ans ouais. et demi, un truc comme ça. Ouais. Et après, bah, forcément, ils arrêtent. D'ailleurs, en livrée suisse, une aparté, mais la livrée suisse avec le MD-11, c'était super beau aussi. Ouais, c'est aussi joli. Moi, j'ai eu. Toi, tu l'arrêtes là. Oui, bah oui. Toi, tu t'arrêtes là à Swissair. La suite de ta carrière après? Ah, c'est un peu complexe. Je voulais me lancer dans la médecine alternative avec certains cours de chromothérapie. Et puis, c'est assez complexe d'arriver à avoir une famille sous le responsable financier de la famille et puis de faire des cours dont j'avais plus de rentrée financière, donc c'était pas possible. Donc j'étais au chômage 2 ans, j'ai donné des cours aux pilotes de ligne, Ah ouais, des cours de ok. théorie, Ouais. théorique, donc navigation, météorologie aussi. Et ensuite, il fallait reprendre du métier. Et puis comme ce que je savais faire, c'était l'aviation, je me suis fait engager chez Air Glacier, mais pas sur hélicoptère, sur King Air justement. Excellent. Comme j'avais déjà la formation sur King Air 90, une petite formation supplémentaire, une transition sur le King Air 200, Ouais. Ouais, c'est le 200. Et là, j'ai fait 2 ans, 2007-2008, j'ai pu faire Génial. 2 ans de General Aviation, comme ils appellent ça, Ouais. à véhiculer des médecins ou des banquiers à gauche à droite, à faire des petits vols sur Calvi, super intéressant. Donc l'opération m'a beaucoup plu, surtout qu'il y avait beaucoup de visuels. On arrivait depuis le sud, on passait par Cervin, puis on allait poser, on allait dans la vallée, on allait poser à Sion, comme on faisait aux militaires. Ouais. Et puis les passagers étaient ravis de pouvoir voir le Valais quand il faisait beau. Quelque part, tu reprenais un peu tes bases de pilotage militaire. Quelque part, ouais. Sans faire le fou non plus. Sans faire le fou non plus, mais dans l'idée, c'est quand même un peu ça. Oui, oui, et puis j'ai adoré cette opération. Bruno Bagnot était super sympa. La chef pilote avait monnayé, vis-à-vis de Bruno Bagnot, d'augmenter mon salaire. Ah. Puis elle a dit, si on n'augmente pas mon salaire, moi et Jean-Marie, on part de la compagnie. Oh. Puis il a dit, pas de problème, il a signé tout de suite. Donc, je le remercie d'avoir augmenté mon salaire à cette époque. Ça m'a donné un petit peu de beurre dans les épinards pour ma famille. Et puis après, bien sûr, c'est une opération qui est restreinte. On était bien commandant. Des fois, on volait à 2 commandants. Des fois, on faisait c'était extrêmement intéressant, j'ai trouvé. Et puis, il y avait Babou qui cherchait des pilotes. Sur Fly Babou, ouais. Fly Babou. C'est devenu Babou après, sur Dash 8 400. C'est un gros bimoteur avec les ailes hautes. Je me suis dit, mais là, je pourrais faire ça. Donc, ils m'ont engagé pour finir. J'ai dû un peu insister avec des collègues que je connaissais dans Babou. Et puis là, on a volé pendant 2 ans jusqu'à ce qu'ils montrent le nez de la faillite. Donc, il y a eu beaucoup de faillites et puis de fin de compagnie dans ma vie. Ouais. Enfin, c'est un peu une constante qu'on voit. Voilà, c'est des virages. Il y a des gens qui sont restés à Swissair toute leur vie. Ils ont eu tous les avions. Ils étaient tout droits sur des rails. Moi, j'ai fait des virages. Et là, il y a Babou qui capote. Donc, faillite. Les bombardiers, les C1, les Airbus 220 que Babou avait, ils ont été vendus, les pilotes étaient licenciés tout de suite, et moi sur le Dash 8, j'ai pu rester pour voler chez Darwin. Ah, ok. J'étais engagé chez Darwin. Génial. Les conditions un peu misérables, mais j'ai pu voler chez eux. Puis là, on a fait des opérations un peu de tout. Pour finir, ils ont quand même réussi à éliminer les Dash 8 400, vu qu'il y avait deux. Il y avait les Saab 2000 et les Dash 8 400, donc il fallait supprimer
l'intrus. L'intrus, c'était les Dash 8-400, Ouais. même s'il était plus beau. Ouais, le SAP 2000, c'était une belle machine. Hein. Mais SAP 2000, j'ai pu voler le SAP 2000 pendant le restant jusqu'en 2017. Ouais, donc tu as été. Ok, tu as volé aussi sur cette machine. On a qui est volé incroyable. pour Etihad régional, donc pour Etihad, ça s'appelait Etihad régional, pour Alitalia, on a fait beaucoup de vols pour Alitalia en Italie, on a fait des vols pour Air Berlin, qui n'existe plus non plus. Bien sûr, ils sont tous capotés en même temps. Ils sont tous capotés. Pour Air Liberté, enfin pour des vols en France, on faisait Nantes, c'était super intéressant. À Berlin, c'était un peu plus pénible parce qu'on avait quand même 7 jours de vol sans discontinuer. On faisait Billund, on faisait Danzig. Et à la fin, ils ont arrêté quand tout ça a fini, Air Berlin a fini. On a volé pour Eastern Airlines dans le nord de l'Angleterre, l'Écosse, à Aberdeen, avec le vent de travers. Ouais, c'est connu. Ouais. Et puis en 2016, vu que c'était un petit peu scabreux, toutes ces compagnies, bref, on a été engagé par Adria Airways en Slovénie, à Ljubljana. Alors là, on était presque basé à Ljubljana, mais il fallait juste partir de Genève pour aller là-bas. Donc il fallait faire les vols. On avait des vols, mais c'était un peu plus compliqué parce qu'on devait partir un jour avant, et puis on faisait les vols depuis Ljubljana. C'était très joli, une compagnie très sympa. Et le mois de mes 60 ans, je suis arrivé à Ljubljana. Je devais faire un vol le lendemain. Et puis, il faut faire un autre vol, il fallait chercher un avion à Varsovie. Bon, alors avec mon copilote, j'ai cherché l'avion à Varsovie. J'arrive à Ljubljana. Il faut repartir. C'était le 27 novembre. Et il faut repartir. Je dis, bon, il faut repartir. Mais normalement, je dois voler le matin. On changera le plan de vol. Alors, je suis reparti à Vienne. Et puis, au copilote, j'ai dit, écoute, on arrive le soir, il fait nuit, il y a du brouillard, on doit faire une catégorie 3, c'est le commandant qui pose. Je dis, c'est moi qui fais le vol retour. On arrive, il faisait nuit, donc on voyait les lumières de la vallée de Ljubljana. Je dis, mais il fait beau là, pas de problème. On voit la piste, on voit tout. Demande une visuelle. Alors le copilote, il demande une visuelle. On déclenche l'autopilote, on fait mon approche visuelle de nuit, c'était superbe, extraordinaire. Tout était calme. Et puis j'ai eu une petite impression à l'atterrissage, il y avait un petit peu de brouillard, de brume à la hauteur du sol, ça faisait comme une sorte de coton. On a posé là-dedans, j'ai posé. C'était mon dernier vol civil, sans le savoir. Sans le savoir. Parce que je suis arrivé à l'hôtel, j'ai rencontré le copilote qui m'attendait pour le vol demain, puis il était là, la gueule en bas. Je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est fini, on arrête, il n'y a plus de vol. Puis je dis, c'est mon dernier vol que j'ai fait tout à l'heure. Et puis là, on a fêté, j'avais pris du fromage, j'avais fait de la raclette jusqu'à 9h du matin. Ça, c'était la fin de ma carrière de vol civil. Tu voles encore aujourd'hui? Non, je ne vole plus du tout, non. Et puis la question que je pose presque tous les invités, est-ce que l'aviation te fait encore rêver aujourd'hui? Elle me fait rêver en souvenir, en rêve, elle revient beaucoup, beaucoup en rêve. D'accord. Dans des situations très scabreuses où j'arrive pas à donner le tour, mais je trouve quand même des solutions, mais des trucs incroyables où ça mêle l'aviation militaire et l'aviation civile, avec j'arrive pas à retrouver tout l'équipage, ils sont perdus dans l'aéroport, il faut chercher tous ces trucs-là, oui, mais j'en rêve, mais ça reste quand même des super souvenirs. L'aviation moderne d'aujourd'hui, ça te titille ou pas du tout? Ça devient très rentable. Enfin, la visée des compagnies, il faut que ce soit rentable au maximum. Je vois les copains qui sont à EasyJet ou même à Suisse, ils ont quand même des rotations qui sont très réduites. Et puis, c'est pas super. Les avions sont géniaux, mais c'est pas tout. Les avions, c'est aussi la vie du pilote. Et là, je pense qu'on n'en tient pas encore assez compte. Non. Par le fait de revenir en arrière, d'avoir des longues semaines à Bangkok ou des trucs comme ça, je pense que ça ne reviendra jamais, mais au moins de respecter la physiologie de l'homme, parce qu'on est un homme. Si on remplace par un robot, il n'y a pas de problème, on peut le faire voler 24 heures sur 24. Oui, c'est sûr. Ouais.
Il y a un petit truc que j'ai sauté là, je ne sais pas si tu voulais parler de l'accident Swissair 111. Ouais, volontiers. Tu m'as un peu expliqué avant que ben voilà, tu as été informé aussi de ce Ouais. crash-là, puisque tu volais sur le MD-11. J'ai fait la transition après l'accident. Tu as fait la transition après. L'accident s'est passé en 98. D'accord. On allait poser à Zurich, puis ils nous ont annoncé ça Ouais. par fax. Tu te renseignes sur le cas du crash. Alors je me suis beaucoup intéressé, vu que j'ai fait la transition sur MD11, on en a beaucoup parlé aussi pendant la transition, pour savoir quels étaient les problèmes. Alors la problématique, à la base, elle est assez claire. Il y a une surcharge électrique sur certains fils qui ont mis le feu en haut à droite, à gauche du cockpit, qui ont mis le feu à tout ce qui est en dessous du fuselage, de l'extérieur du fuselage. Donc ça a commencé à foisonner, et puis vu qu'il y a une surcharge, il y a un CB, un circuit breaker, qui est sorti. Donc ça, c'était le premier truc qui est sorti. On parle du système infodivertissement, hein, de la cabine qui était peut-être mis en cause. Peut-être, oui. Ouais. Mais en tout cas, il y a eu une surcharge. Maintenant, les droits, les certifications, ça, je ne peux pas entrer dans les détails. Je trouve que ce n'est pas intéressant, parce que l'accident, il est intéressant dans la vision globale. Absolument, oui, tout à fait. Urs Zimmermann, aux commandes, pilote militaire, Stéphane Loeb, pilote militaire aussi. J'avais fait un vol sur Mirage avec lui, d'ailleurs. Oui, sur Mirage avec lui. Et ils étaient les deux très bons copains. Et Urs Zimmermann voulait fêter ses 50 ans. Alors ils ont fait le choix de prendre Genève, New York, Genève, comme ça ils rentraient plus tôt que le Zurich, New York. D'accord. Alors ils vont dans ce vol, le CB qui pète, checklist, reset once, donc on peut le repousser. Ouais. Puis là, bien sûr, malheureusement, dans l'histoire, c'est qu'il a été soudé. Quand ils l'ont repoussé, il est resté soudé. Donc il ne pouvait plus revenir en avant. Certainement, c'est ce qu'ils ont trouvé. Donc techniquement, je m'arrête là parce que je n'ai pas été dans les détails. Mais ensuite, ça a commencé à brûler derrière. Alors quand il y a la fumée qui est arrivée, checklist, smoke, checklist, abnormal checklist. Et puis c'est une checklist qui fait 5 pages. Donc un truc où on change de circuit, on coupe un circuit électrique, on coupe un circuit pneumatique à gauche, à droite, on fait des machins. Et puis pendant ce temps, la fumée commençait à remplir, la chaleur dans le cockpit aussi à remplir. Puis, le feu qui est arrivé. Ça, c'était pas longtemps avant le crash. Mais plutôt à la décision, qu'ils sont passés vers Boston, ils auraient pu poser à Boston. Mais non, c'est pas grave, c'est un petit truc électrique, on continue, on va un peu plus loin. L'idée, c'est qu'ils étaient target fascination, ils avaient l'idée de go minded, d'aller vraiment à Genève pour l'anniversaire des 50 ans. Ce qu'on appelle l'effet tunnel. Hein. Ouais, l'effet tunnel, machin. On va là. On ne s'arrête pas à Boston. Puis de toute façon, Swissair, un petit truc électrique, c'est pas grave, on pourra résoudre. Mais il a sous-estimé l'effet de la fumée et puis de... Je ne sais pas si à ce moment-là, il y avait déjà de la fumée. Puis après, ils ont dit, mais on doit poser. C'est pas possible, on va poser à Halifax. Et là, en 10 minutes, ça s'est vraiment dégradé à une vitesse incroyable. Et Stéphane, il était sur le siège de droite, essayait de voler avec les 2 petits instruments, parce que tout le reste avait capoté. Urs était dans la cabine pour essayer de parler avec les gens. Okay. J'imagine un petit peu le truc. Tout à fait. Et puis là, au bout d'un moment, il y a même l'horizon artificiel de secours, après, je ne sais pas combien de minutes, 10 minutes, enfin bref. C'est très rapide, ouais. Et il a commencé à tourner, puis c'est là où ils ont craché. D'accord. L'histoire, bon, ça c'est une fois qu'ils avaient passé le point de non-retour, c'était difficile de s'arrêter. À moins de poser sur l'eau dans la nuit, c'était pas possible. Donc à Halifax, ils auraient pu... Ah, ils ont encore fait du dumping de fuel. Oui, ils étaient trop lourds. Ça leur a fait perdre du temps, un temps bien précieux. Il y a eu un vol MD11 avec FedEx, je crois, qui ont eu un peu ce même problème. Ils ont posé à Halifax, mais ils n'ont pas fait de dumping, ils ont posé en pleine charge. Et puis ça, c'est pas trop grave si on veut sauver tout l'avion. On casse le train peut-être, mais on sauve l'avion. Tout à fait. Et là, ils voulaient vraiment aller dans les détails, enfin, comme Swissair enseigne.
comme l'accident DC-8 à Athènes de l'époque. Et le type, il avait les bouquins sur les... Il faut qu'on regarde les procédures. Et Urs Zimmermann, le problème qu'il a eu, c'est que c'est lui qui a introduit le MD11 à Swissair avec les checklists. OK. Donc le problème, c'est qu'il ne pouvait pas montrer, enfin, se montrer à lui-même qu'il était responsable des checklists et que lui allait dénigrer ces checklists. C'est ça, il ne pouvait pas se permettre d'overshooter des items de la checklist, là, alors que c'est lui qui l'avait mis en place. Il était un peu bloqué, psychologiquement, il était un peu bloqué, il ne pouvait pas faire autrement que de faire les checklists. Ouais. Alors que c'est demandé à un commandant, normalement, de décider, s'il y a urgence, de poser en dehors des procédures. C'est là où je vois le truc. Alors, il y a eu cet effet go-minded pour son anniversaire, puis le fait que lui était pris de court, pris entre deux chaises, parce que c'est lui qui avait fait ces checklists. Donc il ne pouvait pas ne pas les faire. Bien sûr. Alors ça, je pense, c'est un effet psychologique dont personne n'en a parlé. C'est un instructeur qui m'en a parlé. En tout cas, on te remercie de nous faire partager ça. Je pense que c'est un point, pour les pilotes qui sont encore en action maintenant, actifs, il faut quand même réfléchir sur le côté psychologique. Et le côté humain, il est extrêmement important. Même si on peut faire un dernier parallèle, on voit aussi l'avion qui s'est posé sur l'Hudson, avec le capitaine Sully, qui a justement pris la liberté de pouvoir overshooter des items de la checklist pour pouvoir aller plus vite. Pour moi, c'est un exemple fantastique. Absolument. Alors, je pense pour il a tous fait les un pilotes... pied de nez à toutes les assurances, mais il a réussi à s'en sortir parce que lui-même avait une compagnie de safety air. Donc, je pense que c'est pour ça, si on regarde le destin, c'est pour ça que c'est arrivé à lui. Mais il a fait une chose incroyable, magnifique. Absolument. Une décision en moins de très millièmes rapide, de seconde, avec un copilote qui a tout joué pour, qui ont posé sur l'Hudson. Mais c'était impeccable. C'est vraiment un cas d'école. Sans faute. C'est un cas d'école sans faute. Eh ben, je te remercie. Merci infiniment d'être venu. Et puis, j'espère qu'on se reverra bientôt. Oui, certainement. À la prochaine. Merci. Vive l'aviation. Vive l'aviation.